À la une de cette édition du journal, Christian Bossembe a présenté au président de la République un plan de régulation des médias traditionnels et sociaux. Le président de l'institution d'appui à la démocratie, le CESAC, a été reçu hier mercredi. On suivra un reportage de la presse présidentielle dans ce journal. Et en politique, 11 jours déjà depuis que Setski Kouni est arrêté et détenu à l'ANER. Claudel Loubaya a dénoncé le dépassement du délai légal de la détention provisoire de l'opposant. C'est un acte arbitraire, anticonstitutionnel et contre la logique de l'état de droit, dit-il. Et on fera un tour en Afrique de l'Ouest, au Sénégal précisément. Le président Bassirou Diomaye Faye a maintenant le feu vert pour dissoudre l'Assemblée nationale dont la majorité reste détenue par des élus de l'opposition fidèles à l'ancien président Macky Sall. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Kinshasa et Kigali seront à nouveau face à face ce 14 septembre sous la médiation angolaise, contrairement aux récentes rencontres qui n'ont pas eu d'issue favorable au regard des attentes de la population. Il sera question cette fois de plancher sur le plan de neutralisation de FDLR présenté par le Rwanda comme allié des FRDC, ce qu'ont toujours rejeté les autorités congolaises. Qu'attendre de cette énième rencontre de Luanda dont l'annonce défraie déjà la chronique? Tentative de réponse dans ce commentaire signé Christian Kalonji. Cette énième réunion qu'accueillera Luanda ce 14 septembre autour du médiateur angolais Joao Lourenço s'annonce déterminante puisqu'il va être question de tenter une nouvelle chance face à la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays. Après la récente rencontre ayant accouché d'une souris, les parties congolaises et rwandaises qui seront dans un nouveau face-à-face se pencheront sur le retrait des RDF, mais aussi, et pour la première fois, sur le plan de neutralisation des FDLR. La question des FDLR qui s'invite désormais à Luanda a toujours servi d'alibi aux voisins rwandais pour justifier ses appétits expansionnistes en République démocratique du Congo. Ce plan de neutralisation des FDLR est très compliqué parce que d'abord, quelle est la définition que l'on peut donner à cela? Il y a un manque de clarté et cette ambiguïté permet justement au Rwanda de pouvoir, ad vitam aeternam, perpétuer cette manipulation facile et surtout avancer des raisons comme quoi cette guerre est décidément une affaire entre Congolais qui a des répercussions sur le Rwanda. Mais face à la duplicité dont a toujours fait preuve l'interlocuteur de Kinshasa depuis le début des discussions, quelle approche diplomatique? Je dirais que cette hypocrisie est largement partagée au sein de la communauté internationale parce que d'abord, il n'y a aucune garantie pour que le retrait des forces de défense rwandaises soit effectif. Ça, c'est une première chose. Ensuite, cela est dû à la grande habileté de Kigali à manœuvrer au sein de la communauté internationale parce qu'elle s'appuie sur un certain nombre d'alliés, en fait. Et si vous voulez, je dirais que d'un point de vue purement existentiel, la présence militaire rwandaise en RDC, elle est surtout motivée par l'accès aux richesses minières sous couvert, évidemment, d'une hypothétique ou prétendue menace pesant sur une minorité, en utilisant évidemment le M23 comme bras armé. La stratégie diplomatique, évidemment, consiste à convaincre ces alliés que le Rwanda continue à disposer à l'international pour qu'ils reviennent à la raison, parce que autrement, nous allons devoir perpétuer en fait notre capacité à pouvoir résister, mais surtout à faire la guerre à ce pays. Parce qu'il y a un moment où les voies de recours seront toutes épuisées et il nous faudra à ce moment-là prendre nos responsabilités. Depuis près de 2 ans, la province du Nord Kivu est le théâtre des violents affrontements entre le terroriste du M23 et l'armée nationale, ce en dépit des cessez-le-feu annoncés. Cette situation a entraîné un calvaire humanitaire sans précédent dans les différents camps des déplacés. Et en Ituri, cette fois, au moins 249 civils ont été tués en 8 mois dans des attaques des ADF à Mambasa et Irumu précisément. C'est la société civile locale citée par OCHA qui l'a rapporté hier mercredi. Mais pour le député national élu du territoire d'Irumu, Paul Badbangu Ouababou, il s'observe une certaine accalmie dans la région plutôt.
En Ituri, d'ailleurs, moi je suis à Bunia précisément dans les cadres de vacances parlementaires. La question qui se pose avec acuité, pour l'instant, il y a d'abord un accalmie précaire dans la ville et dans les environs. Mais précisément, la ville de Bunia est très calme. Sauf seulement, il y a quelques cas isolés dans les territoires de Djougou, causés soit par le groupe armé Codeco et Zaïre, et aussi dans les territoires de Mambasa, il y a des menaces de ADF et même des petites menaces dans les territoires d'Iroumou. Les grands mots qui se posent maintenant au niveau de la province de l'Ituri, c'est cette menace de RDF via MP3, en collaboration avec l'Ouganda, veulent à tout prix conquérir aussi la province de l'Ituri, comme ils en ont déjà pris une petite portion du Nord Kivu. Maintenant, nous, comme notables, nous sommes dit, on est obligé d'accompagner les chefs de l'État dans les plans de la pacification de l'Est de la République, précisément de la province de l'Ituri en général, et cela ne peut se passer par l'appui que nous accordons aussi au gouverneur de l'État de siège, parce qu'il est connu, lorsque vous êtes menacé, on est obligé de souder les coudes pour d'abord bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui va attaquer la famille. Ici, il est clair, nous avions demandé aux différents groupes armés signataires des actes de paix qui puissent s'organiser à travers la loi sur les réservistes pour appuyer les FARDC, pour mettre hors d'état de nuire les hypocrisies inouïes de l'Ouganda. Ils sont en train de recruter les jeunes dans différents milieux. C'est pourquoi nous sommes obligés d'appuyer les actions de paix des chefs de l'État des sièges pour que la province de l'Ituri ne puisse pas tomber dans les regains de la sécurité que nous avons vécu dans les années 99 et 2023. Des nouvelles de la présidence de la République à présent. Félix Tshisekedi a accordé 2 audiences hier mercredi. D'abord à un émissaire de son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire, Bruno Yapandé, a dit au chef de l'État que son pays veut s'inspirer du modèle électoral congolais. Dans la même soirée, Félix Tshisekedi s'est entretenu aussi avec le président du CESAC sur la régulation des médias. Christian Bossembe a présenté un plan pour freiner la dépravation des mœurs sur la toile, notamment le condensé dans ce reportage de la presse présidentielle. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé, a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé les élections locales, le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui organise sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné
à miner négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Bien avant cette entrevue, le chef de l'État avait conféré dans ce même cadre avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Christian Bossembe a fait part aux premiers citoyens du pays de nombreux défis auxquels cette institution d'appui à la démocratie est confrontée. Et dans l'actualité également, en politique précisément, Seth Kikouni est toujours détenu dans un lieu tenu secret, mais officiellement à l'ANER. Sa femme, ses proches, l'opposition se montrent inquiets de son isolement. Claudel Loubaya a dénoncé un acte arbitraire contre l'état de droit prôné. Il aura passé aujourd'hui 11 jours de détention au sein des geôles de l'Agence nationale des renseignements. L'arrestation de l'opposant et président du parti Piste pour l'émergence continue de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise et des mouvements de la société civile. Le candidat à la présidentielle de 2023 a passé plus d'une semaine sans avoir été en contact avec sa famille ni avec ses avocats. Sa femme, qu'il a dit, était vue en pleurs en début de semaine, inquiète surtout de l'état de santé de son mari. Pour Martin Fayoulou, le cri déchirant de l'épouse de Seth Kikouni doit immédiatement interpeller les autorités de l'ANER. Ils ont refusé qu'on puisse le voir et il a subi dernièrement une opération. On l'avait retiré le vésicule biliaire. Donc ça veut dire qu'il est d'abord sous traitement et il doit faire son check-up après 2 mois. Donc ça veut dire que cette semaine ici, normalement, il devait déjà aller faire son check-up. Son alimentation est vraiment stricte. Donc, je n'ai pas accès, je ne sais pas quoi dire aux enfants et je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Le jour où il était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Donc, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. L'absence de signal de sa part a même alimenté de rumeurs folles sur la toile comme quoi l'opposant serait déjà décédé. C'est un homme qui est courageux et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il veut attaquer qui que ce soit, c'est parce qu'il est passionné de son pays et il veut voir les choses changer. C'est pour ça qu'il lève sa voix. Je ne l'ai jamais vu insulter qui que ce soit. Pour Claudel Loubaya, président de l'UDR originel, le dépassement du délai légal de 48 heures de détention préventive de l'opposant sans qu'aucune accusation formelle ne soit portée contre lui constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux protégés par la Constitution et les traités internationaux sur les droits de l'homme. D'après lui, il s'agit d'un acte arbitraire qui contredit toute la rhétorique officielle sur l'état de droit, de même qu'il remet en question les principes fondamentaux sur lesquels repose notre société. Et puis les militants et cadres de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo ont répondu favorablement à l'appel de leur secrétaire général fidèle Fido Saïd El Omar. Ils ont marché mercredi pour soutenir les réformes judiciaires engagées par le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba. C'est dans le but d'apporter leur soutien au ministre d'État en charge de la justice que le NOJEC a organisé une marche de soutien en allant de l'hôpital Mamayemo jusqu'à la primature en passant par le boulevard du 30 juin. Cette marche a connu la participation de son initiateur, Fidel Fido Saïd El Omar, secrétaire général et interfédéral de Kinshasa. Un mémorandum a été lu et déposé à la primature résumant la quintessence de cette marche de soutien au docteur de la maladie que souffre la justice congolaise. Excellence Madame la Première ministre, nous, population de la province de Kinshasa, représentant celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo, aspirant au changement, nous retrouvons en ce lieu baptisé Place de l'Indépendance et symbolisant notre liberté et notre souveraineté acquise au prix du sang de nos martyrs. Manifester notre soutien sans réserve aux réformes initiées dans l'appareil judiciaire par le jeune ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Mutamba Tungunga, en vue de donner un nouveau visage à notre justice qui a été déclarée malade par son Excellence Monsieur le Président de la République suite à sa fonctionnalité trébuchante. Signalons par ailleurs que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a reçu ses soutiens de loin depuis la vanne au Cuba, où il séjourne depuis le début de la semaine pour des soins de santé suite au contrôle positif dont il a été testé le week-end et 80% de son cabinet également a été testé positif. Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de cette pollution du cabinet du ministère de la Justice.
Et puis le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando, a présenté et exposé précisément à la 8e édition de Expo Béton sa nouvelle stratégie d'aménagement pour Kinshasa. Le membre du gouvernement a appelé à une réforme profonde de la politique urbaine de la ville-province de Kinshasa pour faire face aux défis de la croissance démographique. Benjamin Mouniata pour ce reportage. C'est à l'occasion de la 8e édition d'Expo Béton RDC qui se tient du 9 au 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, son Excellence Guy Loando Mboyo, a pris parole ce 10 septembre lors de la 2e journée de l'événement. Dans un discours riche en contenu, l'homme d'État a partagé sa vision sur l'avenir de l'aménagement de Kinshasa en accord avec la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision mise en œuvre au sein du gouvernement sous la direction de la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Le message bien articulé autour du thème « Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique ?» L'homme a mis en lumière l'urgence d'agir face à l'augmentation exponentielle de la population de Kinshasa qui avoisine aujourd'hui les 17 millions d'habitants. On ne peut pas penser le développement de Kinshasa sans intégrer l'aspect de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa. Cet aménagement passe avant tout par une planification en amont. La planification en termes d'outils. On a parlé du PPA, du plan provincial d'aménagement du territoire, qui devrait venir compléter les SOSAC. Quelles solutions envisager pour répondre à cette problématique? Le ministre Guy Loando Mboyo a apporté de réponses concrètes en tant qu'aménageur national. On se rend dans la province du Sud Kivu à présent. L'hôpital de Panzi, dirigé par le lauréat ou le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, vient de bénéficier d'un équipement médical moderne de chirurgie laparoscopique, un don du Rotary Club Bukavu Mwanganza en collaboration avec le district numéro 4 de Belgique. C'est une avancée majeure pour la chirurgie non invasive en Afrique. Cet équipement dont dispose l'hôpital des Panzi permet de réaliser des interventions chirurgicales non invasives, réduisant ainsi les risques opératoires. Selon le docteur Mukwege, ces nouveaux outils amélioreront la prise en charge des patients, permettant des chirurgies abdominales sans grande incision, réduisant ainsi les taux d'infection post-opératoire, la douleur et les temps d'hospitalisation. Nous avons des équipes qui ont été formées pour l'utilisation de ces équipements et la chirurgie minimale invasive. Nous sommes en train donc de l'installer progressivement, mais sûrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces soins sont désormais accessibles à tous, renforçant ainsi la capacité à offrir des services de pointe dans cet hôpital qui rayonne grâce aux multiples plaidoyers continus du référent mondial en santé et défenseur des droits des femmes, le prix Nobel Denis Mukwege, et faisant de cet hôpital une référence mondiale. Ce qui motive vraiment ce partenariat entre les clubs rotariens, c'est d'aider la région et les Dr Mukwege et son équipe à avoir du matériel de qualité pour des soins de haut niveau. L'hôpital des Panzi dispose d'un plateau technique permettant de réaliser des opérations à ventre fermé par laparoscopie. Nous, comme les rotariens, mais tout ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les équipements sont aujourd'hui à Panzi, c'est une première en Afrique. Certainement que ça va aider nos communautés. Ces interventions, qui nécessitent seulement de petites incisions, permettent aux patients de quitter l'hôpital dès le lendemain de l'opération avec des cicatrices minimes et moins de douleur. Grâce à cette dotation, on n'a pas besoin d'aller en Europe pour une chirurgie de l'obésité. On n'a plus besoin de dépenser des billets d'avion, des hôtels pour bénéficier de ces interventions, car ces interventions se font ici. Des médecins en provenance d'autres pays comme le Bénin et la RCA viennent apprendre à Panzi aux côtés du monument mondial, le docteur Denis Mukwege, sans oublier de médecins spécialisants de l'uniquine et d'autres praticiens
faisant les diplômes interuniversitaires en chirurgie vaginale venant de plusieurs provinces de la RDC. Télé 50 sera à nouveau représenté au sein du comité directeur de l'association qui regroupe les caméramans du Congo, à l'instar du comité directeur de l'UNPC. L'un de nos meilleurs caméramans, Glody Matula, est candidat au poste de deuxième vice-président de l'Union nationale des caméramans du Congo. Il a déposé sa candidature aux côtés de ses confrères, dont notamment le candidat président Babala Ndangui. Cette délégation compte justement redorer l'image du caméraman en RDC. On l'écoute. Je suis venu déposer ma candidature et l'occasion faisant les larrons, je me suis retrouvé avec d'autres collègues, notamment mon frère Alpha et puis Glody, qui sont venus aussi déposer le leur. Donc c'est juste pour essayer un peu de travailler pour la floraison de l'INCC. Comme vous le savez tous, nous sommes, disons, à l'étape de dépôt des candidatures et puis d'ici là, il y aura élection pour le bureau définitif, donc le bureau exécutif définitif de l'UNCC. Et tous ces gens que vous voyez ici sont candidats, s'il faut le dire, c'est-à-dire nous sommes partants pour certains, c'est-à-dire quelques postes de l'UNCC, au-delà des amis qui ont déjà déposé. Nous voulons juste essayer un peu de pouvoir travailler pour l'intérêt de la personne caméraman ou de l'acteur, comme nous les appelons toujours, c'est-à-dire le faiseur de roi. Étant donné faiseur du roi, nous sommes obligés de nous organiser pour essayer un peu d'aller de l'avant. Les caméramans se sont réunis et se sont organisés dans cette structure qu'on appelle UNCC. Et raison pour laquelle nous appelons tous les caméramans du Congo qui se reconnaissent être professionnels de pouvoir s'adhérer afin que nous puissions un peu nous tenir la main de la main et puis aller de l'avant. Au Sénégal, à présent, il a été presque contraint de composer avec une chambre où l'opposition l'emporte, limitant ainsi sa liberté d'action. Mais à partir de ce jour, ce ne sera plus le cas. Le président sénégalais Diomaye Faye peut désormais dissoudre l'Assemblée nationale. Il aura pour lui fallu attendre près de 2 années pour cela. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko jouent une carte maîtresse de leur quête d'une majorité parlementaire dans l'espoir de réaliser leur vision d'un Sénégal solidaire et prospère. Pour cela, il leur faut la majorité au Parlement. Le président du Sénégal a officiellement initié le processus des dissolutions de l'Assemblée nationale, une décision qui pourrait profondément remodeler les paysages politiques du pays. Cette initiative intervient dans un contexte où le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, cherche à obtenir une majorité parlementaire indispensable pour la mise en œuvre de ses politiques axées sur le panafricanisme et la justice sociale. Face à sa vision, les forces d'opposition qui dominent dans l'Assemblée, ce qui complique la tâche au gouvernement pour faire passer ses réformes. Conscient de cette impasse, le président Faye a saisi le Conseil constitutionnel pour clarifier les conditions légales de la dissolution parlementaire. Le Conseil a confirmé que cette dissolution peut être légalement prononcée à partir de ce jeudi. Une fois ces avis recueillis, le président Faye émettra un décret officiel prononçant la dissolution du Parlement. Ce décret devra également fixer la date des élections législatives anticipées avec pour objectif d'installer la nouvelle législature dans un délai maximum de 3 mois suivant la dissolution. Cette période transitoire sera déterminante pour le futur politique du Sénégal, offrant une opportunité de renouvellement et de rééquilibrage des forces en présence. Les réactions à cette annonce sont variées. Les partisans du gouvernement voient en cette dissolution une chance de surmonter le blocage actuel et de progresser vers un Sénégal plus juste et uni. En revanche, l'opposition critique cette manœuvre, la qualifiant de tentative de consolidation du pouvoir exécutif au détriment de la représentation parlementaire. Et puis pour terminer, il a beaucoup plu ces dernières semaines
en Afrique de l'Ouest et au Sahel, des prévisions plutôt qui ont été annoncées depuis le mois d'avril dernier. Ces prévisions ont été confirmées avec des récentes inondations qui ont causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Tchad, au Nigeria, au Mali, à la Mauritanie ou en Mauritanie et au nord du Burkina Faso. Des pertes en vies humaines, des dégâts matériels considérables sont enregistrés dans plusieurs pays africains. Dans un rapport publié par les bureaux de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 700 000 personnes sont affectées dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est fortement menacée également. Bien que l'attention soit souvent mise sur les grandes villes, les zones rurales, déjà moins loties en termes d'infrastructures et des services sociaux de base, sont les plus affectées. L'analyse des suivis des zones sur site et superficies cultivées pendant 2 périodes d'évaluation durant l'année 2024 en comparaison à l'année 2023 montre également une situation de danger et vulnérabilité du fait des pertes énormes des terres agricoles, notamment au Mali. Il s'agit de 113 619 hectares, au Nigeria 204 808 hectares. Dans une sous-région où au moins 52 millions de personnes sont en risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les tendances dégagées par les prévisions saisonnières se sont avérées exactes, ce qui démontre la nécessité de s'investir davantage dans des systèmes d'alerte précoces, solides et accessibles aux différents niveaux, principalement aux populations locales. De plus, une anticipation par la préparation et la mise en œuvre d'actions localisées pourrait mieux atténuer les impacts en limitant les dégâts occasionnés, en sauvant des vies et en protégeant les moyens d'existence des populations vulnérables. Au Tchad, les pluies diluviennes et inondations ont fait plus de 340 morts et près de 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. Et au Nigeria, on parle de plusieurs dizaines de morts et plus de 400 000 sinistrés. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Le président de la République a reçu mercredi le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, Christian Bossembe. Ils ont parlé de la nécessité de la salubrité médiatique en RDC. Pour Christian Bossembe, la popularisation des réseaux sociaux participe de manière inquiétante à la dépravation des mœurs et à la culturation des Congolais. Et puis, 11 jours déjà depuis que Seth Kikouni est arrêté et détenu à l'ANER, Claudel Ouaya a dénoncé le dépassement du délai légal de la détention provisoire de l'opposant. C'est un acte arbitraire, anticonstitutionnel et contre la logique de l'état des droits, a-t-il dit. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye peut maintenant dissoudre l'Assemblée nationale avec laquelle il essayait de composer malgré tout. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous. Et comme tous les jeudis, nous lirons les journaux avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Koumba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Les médias parlent aujourd'hui et encore une fois de l'empoisonnement de Constant Moutamba, mais aussi particulièrement de son évacuation à l'étranger. Tout justement Gaëtan Koumba-Bouranzi, déjà avant, les membres de son cabinet étaient testés positifs au poison, mais c'est le tour de Constant Moutamba qui est d'ailleurs évacué à l'extérieur du pays. À la une du quotidien Tempête des tropiques, il est écrit testé positif au poison, Constant Moutamba évacué vers Cuba. Eh bien, Gaëtan Koumba-Bouranzi, les ministres d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été évacué d'urgence vers Cuba après avoir été testé positif à un poison mystérieux, Gaëtan, dans un contexte complexe, détention, la référence plus ces demandes qui a empoisonné Constant Moutamba et pourquoi il serait rendu à Avena
Cuba pour certains médias et à Istanbul en Turquie pour d'autres. Pour les médias, la prospérité en un laps de temps, Constant Moutamba aura secoué les paniers qui portent les abeilles en inoculant tout un florilège des réformes aux effets dévastateurs dans les milliers de la magistrature. Tantôt il est contesté, tantôt il est testé positif à l'empoisonnement, mais au fond, l'idée saugrenue, bien cachée derrière toutes les manœuvres, est d'étouffer dans l'œuf l'essentiel des réformes lancées par Constant Moutamba. Et en santé, Moïse Chamala, le lancement de la vaccination contre le Mpox est désormais connu. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, selon Forum des As, les lancements de la vaccination concernant l'épidémie des Mpox en RDC aura lieu le mercredi 2 octobre. 6 provinces sont concernées, les Sud Kivu, les Sankourou, 2 provinces avec plus de cas enregistrés, les Nord Kivu, la Chopo et les Sud Ubangui. Eh bien, pour parler de la Chopo, il est écrit à la une du quotidien, plutôt dans les colonnes du quotidien, tempête des tropiques, Mpox, Chopo, 43 décès enregistrés sur 1090 cas depuis les débuts de l'année. Eh bien, Gaëtan Koubabouranzi, comme il est dit, au moins 43 personnes sont décédées de l'épidémie des Mpox, variole du singe, dans la province de la Chopo sur 1090 cas depuis les débuts de l'année. Gaëtan Koubabouranzi, en cours, l'information a été portée à la presse le lundi 9 septembre dernier par John Mondele, coordonnateur du programme des communication de la division provinciale de la santé. La même source précise que plusieurs cas sont signalés dans la prison de la cité de Yangambi, à 90 km au sud-ouest de Kisangani, en aval du fleuve Congo. Et pour terminer, on parlera économie. Moïse Chamala, Moukoko Samba au front contre les spéculateurs des prix. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, depuis son entrée, il fait parler de lui. À la une du magazine Avis d'Afrique, il est écrit « Économie, soulager les paniers de la ménagère, booster les prix du pouvoir, plutôt booster les pouvoirs d'achat ». Daniel Moukoko Samba au front contre les spéculateurs des prix. Gaëtan, il s'agit d'une crise grave que les gouvernements se devaient réagir impérativement à relever les vice-premiers ministres, ministre de l'économie, Moukoko Samba, au cours du briefing des presses hebdomadaires du gouvernement du lundi 12 août dernier. En effet, lors de ces briefings des presses, les patrons de l'économie, également chefs de la commission éco et infrastructure du gouvernement souminois, a éclairer la lanterne des hommes des médias sur la nécessité, l'urgence et les bien fondés des mesures quantitatives prises par les gouvernements lors du Conseil des ministres du 9 août dernier. Gaëtan Koubabouranzi visant à améliorer les pouvoirs d'achat des Congolais et à soulager les paniers de la ménagère. Merci beaucoup Moïse Chamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Et voilà, c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.